Why is this happening to me? What do you think happens when we die? Qu'est-ce qu'il y a de plus pénible que d'être avec soi-même? Réveille-toi. Hey, yeah. It's time to wake up. Réveille-toi. Wake up, wake up, wake up. Bienvenue. Vous écoutez le podcast Wake Up Conversations. Je suis Anaïs Raoux, cofondatrice et CEO de Wake Up, une école pour les individus et les entreprises en quête de sens. Avant de vous présenter l'épisode du jour, laissez-moi vous parler de ce sur quoi on travaille en ce moment. Nous vivons aujourd'hui dans un monde très différent de celui d'il y a 20 ans. Les consciences s'éveillent, et au travail, il n'est plus question de commander, de contrôler ou d'offrir un simple CDI. Nous sommes en 2020 et les individus recherchent aujourd'hui du sens et de l'impact au travail. Ils recherchent leur mission de vie, leur identité et à être reconnus pour qui ils sont vraiment. Ce décalage entre les aspirations des individus et la réalité du monde du travail avec sa hiérarchie en place et ses petits chefs crée un malheur et un désengagement inouïs au travail. Vous managez une équipe et vous voudriez qu'elle marche sur les braises avec vous? C'est possible, même en 2020. Mais vous ne pouvez pas continuer à mettre en œuvre les mêmes méthodes de management du passé. Elles ne marcheront pas à un moment où le futur du travail se dessine sous nos yeux. Vous devez créer de la confiance, comprendre finement les besoins de vos coéquipiers pour qu'ils restent engagés, motivés et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons construit des outils pour ça. Notre outil phare, Boussole Pro, vous aide à réellement connaître la personnalité de vos coéquipiers, à adapter votre management à qui ils sont et à avoir de réelles conversations qui ont du sens. Vous pouvez démarrer gratuitement sur www.wake-up.io/boussolepro. Allez, place à l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Constantin Wolfram, le fondateur de la startup Pumpkin, l'app à succès des millennials qui compte plus d'1 million d'utilisateurs. J'adore Constantin pour son humilité, son authenticité, son intégrité, et il fait partie de cette génération d'entrepreneurs qui se pose en permanence la question de savoir si elle est toujours alignée avec les projets qu'elle entreprend. Et ça, on adore. Allez, installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Constantin Wolfram. Désolée par avance pour la qualité du son, qui n'est pas celle à laquelle je vous ai habitué. Salut Constantin. Salut Anaïs. Merci d'avoir accepté l'invitation. L'idée, comme tu le sais, on prépare donc une série spéciale sur le futur du travail et ce que je trouve hyper intéressant avec toi, ton parcours et d'entrepreneur, c'est que vous avez créé Pumpkin de façon ultra intuitive. Vous vous êtes lancé, on va en parler juste après l'école de commerce. Et quand vous avez rencontré des problèmes, vous avez commencé à vous poser des questions en tant que fondateur. Qui vous êtes, quelle est votre place, et vous avez fait en fait cette introspection. Donc je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler, de partager ça avec les personnes qui nous écoutent. Et l'autre raison, c'est bien sûr que voilà, t'as 30 ans et t'incarnes comme moi, comme d'autres, cette nouvelle génération qui veut faire bouger les lignes, qui veut pas d'un management old school. Et du coup, je trouve que c'est intéressant d'en parler ensemble dans la manière dont toi tu conçois la culture d'entreprise et ce futur du travail. Pour démarrer, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire qui t'a amené à créer Pumpkin? Oui, donc j'étais étudiant en école de commerce. J'avais envie de monter une boîte. J'avais plusieurs idées et un de mes amis d'école, Hugo, m'a parlé d'une autre idée qui était Pumpkin, justement, inspirée de solutions qui fonctionnaient déjà assez bien un peu, dans plusieurs pays. Et donc, on a décidé de se lancer à l'origine pour essayer d'avoir une bonne note, en gros, en cours. Et puis, très vite, on s'est pris au jeu. On a participé on en a beaucoup parlé. On en a participé à des concours de start-up. On a trouvé un troisième associé. Et puis ensuite, l'aventure a commencé. Le lendemain de nos études, on avait un petit salaire et un produit qui fonctionnait vraiment tout crade, mais qui était fonctionnel. Et combien vous êtes aujourd'hui, du coup? On est 80. Wow. Donc, ça a bien grandi depuis... Ouais, ça a grandi. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont vous êtes organisé un peu dans l'équipe, la manière dont vous avez structuré, du coup, de 0 à 80 l'entreprise?
Alors rapidement, déjà, enfin pour nous notre rôle, les 3 premières années, on a tout fait à deux avec Hugo. Donc il y avait pas de répartition des tâches qui était claire. On se faisait tout relire. Enfin au début, ça allait au moindre mail, au moindre lead qu'on allait prospecter, et ça a duré quand même en fait beaucoup de temps parce qu'il a fallu se mettre d'accord, s'aligner, se former, et donc on a été beaucoup en binôme. Et là maintenant, depuis 1 an et demi, 2 ans, on s'est réparti l'équipe. On a divisé l'équipe en 3 pôles. Un pôle business, un pôle opération et care et un pôle tech. Et dans le pôle, voilà, moi je m'occupe du pôle business. Dans le pôle business, il y a l'équipe bizdev, l'équipe produit, l'équipe marketing, communication, voilà. Et une partie aussi d'innovation. Mais on a mis beaucoup de temps à structurer l'équipe parce qu'au début on l'a structuré pour nous, quoi. Et justement, comment vous en êtes arrivé à ce process, cette réflexion de se dire il faut qu'on le divise en 3, on est 3 fondateurs, il faut qu'on chacun se répartisse les rôles. Comment vous en êtes arrivé à ça? En fait, un moment, depuis le début, on s'est dit déjà qu'on voulait miser sur nos forces. Au début, on connaissait pas nos forces. Donc, on avait besoin de se construire ensemble. Et puis, au fur et à mesure, plus on a déjà recruté des personnes qui étaient compétentes, plus on pouvait avoir la force du duo avec d'autres personnes que juste Hugo pour moi ou moi pour Hugo. Et il y avait Victor aussi sur la partie technique, qui est notre 3e associé. Et donc plus on grandissait, plus on parvenait à avoir des duos forts. Donc ça va avec le support client, le marketing, l'équipe bizdev, etc. Et ce qui a fait qu'on a voulu se séparer. Et puis aussi de plus en plus, on s'est rendu compte nous-mêmes qu'on était différents. Moi, j'étais persuadé qu'on était un copier-coller quasi, parce qu'on s'était construit. En fait, on avait des personnalités qui sont quand même très très différentes. Et donc pour l'accentuer, il a fallu aussi qu'on ait des rôles différents. Pour qu'on puisse être meilleur. Et donc c'était voilà, comme ça qu'on a voulu un peu scinder nos rôles et nos objectifs. Ouais. Et alors, c'est quoi cette différence? Enfin, c'est parce que c'est exactement ça, et surtout quand on est encore plus dans la sphère amicale, je trouve, parce que comme on s'entend bien, il y a ce lien d'amitié qui est fort, et donc on a l'impression que les personnalités sont similaires parce qu'il y a quelque chose qui nous unit. En plus, vous mettez la couche entrepreneuriale dessus. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu as mis sur quoi tu as mis le doigt, en fait? Est-ce que tu peux nous expliquer quelles étaient ces différences, quoi? Alors, il y avait aussi un autre élément qui était important, c'était que on était tout le temps co-responsable si on réussissait ou si on échouait. Et en fait, cette co-responsabilité, forcément, elle dilue la responsabilité individuelle, en tout cas à un moment. Et donc, on a voulu, et comme on n'avait pas de boss, et que finalement, on n'en a jamais eu, mais c'est compliqué aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui est bien ou ce qui est mal, l'idée, c'était que chacun soit le boss de l'autre. Et donc, qu'on s'engage mutuellement envers l'autre, et charge à l'autre de dire, écoute, là, tu t'es engagé, tu devais tenir tel et tel objectif. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a voulu scinder nos postes. Et ensuite, sur les forces, on s'est fait coacher. Ça nous a pas mal aidé déjà à prendre du recul, parce qu'en fait, on s'était jamais posé la question de ce qu'on aimait faire, ce qu'on aimait pas faire. On adorait monter une boîte et créer un projet, mais on n'a pas poussé la réflexion beaucoup plus loin initialement. Et en fait, on s'est demandé pourquoi est-ce que, alors qu'on n'était pas parti, enfin, non pas que ce soit un succès forcément incroyable, mais en tout cas, ça a quand même grossi, ça grossit bien. On tient les objectifs qu'on s'est fixés depuis pas mal de temps, et on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on y arrivait alors qu'on était ni plus fort à l'école, ni on a fait les meilleures études, ni rien, quoi. Et la réponse était juste qu'on avait trouvé plus vite que d'autres ce qu'on aimait faire, et donc on s'est investi plus, donc on a plus bossé sans avoir l'impression de bosser. Enfin, finalement des analyses assez classiques, mais on n'avait pas pris le recul de se poser ces questions-là. Donc une fois qu'on a fait ce constat, de dire en fait on a trouvé ce qu'on aimait faire, on a regardé, on a creusé encore plus, et on a vu, on aime faire là aussi, là où on est bon, et donc dans quoi est-ce que chacun est bon. Donc voilà, moi par exemple Hugo, c'était plus, je pense, sur une partie RH, de essayer de recruter une équipe, de construire une équipe avec un objectif commun. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de créer des projets, de les lancer aussi avec une équipe, mais c'était pas exactement pareil. Peut-être celui plus humain. Moi, c'était peut-être plus des projets que je voulais monter en équipe, de manière collective, et donc c'est ce qui fait qu'on s'est séparé les tâches. Et je pense que c'est franchement une bonne chose, parce qu'on peut transmettre notre passion aussi et notre dynamisme à d'autres, et pas juste que à tous les deux, quoi.
Ouais. Comment est-ce que tu décrirais la culture de Pumpkin et qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans? Ça a un peu changé. Au début, ce qui me faisait vibrer, c'était de lancer un projet. Franchement, c'était génial. De ne pas savoir de quoi il fait le lendemain, enfin, et même l'instant T. Et que donc ça, j'ai adoré, j'aime encore, mais franchement, ça, c'est quand même épuisant. En fait, pendant 5 ans, quand t'es à fond. Et maintenant, ce que j'aime de plus en plus, alors il y a cette partie-là parce qu'en plus on lance un nouveau projet, donc ça j'adore. Et j'ai mis un peu de temps à me rendre compte que j'adorais aussi en fait, la dimension collective qui était beaucoup au début avec mes associés. En fait, elle s'est largement étendue et maintenant ce que j'adore, c'est bosser en équipe, essayer de trouver des solutions ensemble. Et que je dirais pas du tout que c'est pas un groupe de potes qui bossent ensemble, mais vraiment on a avec les personnes avec qui on bosse une vraie proximité. Qui fait que c'est juste on est content de bosser. Enfin, je suis content de les choisir et je suis content de se dire qu'on a un même objectif, un peu un côté équipe de rugby ou équipe de sport quoi, qui essaye d'atteindre un objectif un peu trop gros pour eux, mais finalement qui est assez galvanisant. Oui, et puis en plus il y a un côté hyper aligné parce que pour disons-le quand même, ce que vous faites, c'est que vous créez quand même la banque des millennials et en fait, et vous avez la trentaine, enfin dans l'équipe, vous êtes assez jeune. Quelle est la moyenne d'âge à peu près? Ouais, c'est, je pense, 27, 28 effectivement. Enfin ouais, je dirais ça à peu près. Donc vous designez voilà, donc vous designez un produit dont vous avez été les premiers utilisateurs, donc vous avez vraiment eu besoin et dont vous avez encore besoin. Ouais. Donc il y a un côté aussi hyper aligné dans pourquoi vous faites les choses, quoi. Oui, mais alors ça, tu vois, ça, en 5 ans, ça a changé parce que la moyenne d'âge de nos utilisateurs, donc là, on a, sur la base de un peu plus d'1 million de personnes, c'est 23 ans. Donc au début, quand t'as 25 et que, on a eu 24, bref, mais finalement, t'es pile dans ta cible. Et là, maintenant, je sais que je suis vieux. Et donc, que en fait, les personnes plus âgées pensent qu'on est pile dans la cible et on l'est parce que disons que c'est 18-30 donc mais je sais quand j'arrive en fin de cycle et que c'est plus à moi de pouvoir déterminer et que le feeling est dangereux aussi en fait parce que on a eu de la chance, on a eu je pense un bon feeling, il y a un mix des deux mais en fait quand tu as 30 ans et que tu construis un projet un produit pour des personnes qui ont entre disons 20 et 25 même plutôt entre 18 et 22 il faut savoir que tu sais pas, il faut plus penser que t'es encore au courant de comment communiquer, sur plein de choses. Donc certes, nous on l'utilise, j'adore ce produit, je pense qu'il y a un potentiel fort. On essaye de convaincre les personnes autour de nous, c'est le meilleur moyen, encore, évidemment, mais finalement on l'a rendu aussi un peu plus rationnel, quoi. Toute cette partie-là qui était franchement beaucoup trop au feeling. En tout cas, j'en ferais pas les mêmes choses s'il fallait remonter une boîte. Ouais, c'était une de mes questions sur, du tout, t'appelles ça le feeling, on appelle ça chez Wake Up l'intuition, mais c'est la même chose. Quelle est la place du coup de l'intuition, de ce feeling dans ton quotidien d'entrepreneur? J'essaye de la limiter le plus possible maintenant. En revanche, je sais que si je la limite trop, on va devenir une boîte comme les autres. Plus on grossit, plus c'est compliqué d'avoir du feeling, tant mieux. Parce que moins tu peux te tromper, donc il y a énormément de choses qu'on peut anticiper, qu'on peut analyser. Mais finalement, tu es quand même aussi obligé de ressentir le marché, de voir des opportunités business et c'est juste t'as pas le temps de pouvoir tout analyser à chaque fois quand tu veux développer, lancer un nouveau produit. Il faut le faire le plus possible, mais en même temps trop tue l'innovation. Donc on se force à se dire que si on se plante, c'est pas grave. Encore maintenant, c'était ce qui nous a réussi au début. Je pense que c'est vraiment important de garder cet état d'esprit-là. Mais on a trop mis l'accent. Au début, on a fait confiance au feeling, mais c'est même pas qu'on se faisait confiance en nous. C'est juste que comme tu sais pas quoi rechercher, tu sais pas quels éléments tangibles sur lesquels te baser, tu sais pas construire un business plan, tu sais pas construire une boîte rentable, tu sais pas faire plein de choses. Donc t'es obligé d'y aller au feeling. Maintenant, on a quand même plus d'indicateurs qui nous permettent de voir si on avance bien ou pas. Ouais, donc c'est un bon mix, c'est trouver l'équilibre. Et quels sont les rituels, les petites choses qui font que vous avez créé cette culture Pumpkin engagée avec tous tes collaborateurs aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez mis en place?
Bah, il y a plusieurs choses. Je pense au début, déjà, et je pense que ça se ressent enfin, forcément, le mimétisme, il est important. Des managers, de nous, donc on s'entend bien ensemble, on bosse dur. Je pense on rechigne pas, quoi. Et je pense que ça, déjà, ça fait partie de notre culture, sans du tout se plaindre, sans dire qu'on bosse dur. Là, je le dis, mais je trouve ça ridicule, mais parce que c'est pas un but en soi, mais finalement, je pense que c'est quand même une partie qui est importante de voir que quand on transmet un message, nous aussi, on se retrousse les manches et on y va. Euh, Ensuite, je pense que de voir on est passionné, qu'on est content d'aller au boulot. Je pense que ça se transmet. Donc, le mimétisme, de manière globale, je vais pas lister toutes ces choses, mais je pense que c'est important. Et puis, le dernier élément, c'est sincère, quoi. C'est authentique. C'est-à-dire que la manière de communiquer, ça nous fait marrer. Quand on a sur les réseaux, peut-être que ça fait pas marrer les autres personnes, mais nous, au moins, c'est sincère. Et donc, je pense que c'est important aussi, cette dimension humaine là. Et après, et puis au fur et à mesure, ensuite, on insiste beaucoup le fait de se sentir appartenir à une communauté. C'est aussi une chance, je pense, d'être en B2C. Il y a certaines choses qui sont plus simples, je pense, pour mobiliser une équipe, parce que toutes les personnes dans la boîte, tous leurs potes utilisent le produit. Et donc, en fait, tu as aussi ce sentiment d'appartenance qui fait que tu as un petit peu plus envie, je pense, de te donner, et qui, par moment, je pense, peut-être faciliter la tâche pour créer une harmonie d'équipe. Ok, ouais. Et est-ce qu'il y a des petits, je pose la question du rituel ou des choses marquantes, en tout cas, qui toi te viennent à l'esprit sur comment au-delà de effectivement les valeurs que vous partagez, l'amour pour le produit, tout ça, est-ce qu'il y a des choses que tu peux partager? Bah, il y a déjà énormément de communication, donc ça va avec toutes les semaines de se faire des points, donc en physique quand c'est possible, sinon sinon voilà. Avec tout le monde, avec toute la boîte. Ok. Ensuite, il y a des questionnaires qui sont toutes les 2 semaines aussi à toute la boîte. Je pense qu'il y a des choses qui sont, on est noté, ou en tout cas on a des feedbacks qui sont réguliers de toute la boîte. Franchement, moi, ça m'aide beaucoup. Et par moments, c'est pas agréable à lire, mais je pense que ça montre, c'est aussi plus facile en tant que manager après de pouvoir être très transparent avec les équipes. Quoi d'autre? Bon, il y a plein de choses, je pense, qui m'échappent. Il y a une culture de l'écrit qui est forte, après des trucs classiques, mais forcément des soirées, des événements, des after-work, des week-ends ensemble, qui sont des moments très très importants. Ouais. Et là, justement, je te coupe, pardon, mais tu parlais tout à l'heure donc de faire des réunions en physique, là, en visio, puisqu'on est dans cette période de pandémie. Justement, ce qu'on voit, c'est que le télétravail met un peu en lumière les limites du management traditionnel. Est-ce que tu peux nous partager, toi, ta vision d'un manager, en tout cas, le rôle idéal d'un manager, selon toi? Bonne question. Le rôle idéal d'un manager, il est assez semblable, je pense, en télétravail ou en physique. Le rôle de manager, déjà, alors de manager ou de fondateur de startup, je dirais déjà, c'est de donner un objectif clair, de s'assurer que tout le monde avance dans le même sens. C'est pas du tout si simple que ça, parce qu'il y a plein de personnes qui ont des avantages qui sont contradictoires dans une même boîte. Pour grossir, mais je sais pas, le marketing, s'il faut faire des dépenses d'acquisition et la partie financière, ou bref, dans tout, mais ça va aussi entre des PO et des devs, ça peut aller à chaque fois, théoriquement, en tout cas, il peut y avoir des avantages, des intérêts qui peuvent être contradictoires. Tu dois shipper une feature et en même temps, il y a la qualité, etc. Donc, je pense que d'avoir une même vision et que tout le monde tende vers un seul objectif, ça c'est la première chose qui est absolument indispensable. Ensuite, c'est de pouvoir être très transparent et en même temps et de dire quand t'es pas d'accord avec les personnes. Je pense que cette transparence elle est forte, elle est indispensable pour un manager. C'est-à-dire qu'il faut encaisser, recevoir et mettre à l'aise pour que les personnes puissent s'exprimer librement. Je pense que la notion de responsabilité aussi elle est indispensable. Il faut que
si tu as une vision, si tu es transparent, ensuite tu es responsabilisé et donc tu es engagé. Et je pense que, en tout cas pour nous, tu disais en préambule, voilà, sur la partie, le fait que les personnes soient engagées et tiennent leurs engagements, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable, qui est clé pour qu'une boîte réussisse. Et d'où le fait de communiquer, parce qu'en fait, il faut que se rendre compte que quand tu as un retard, bah, c'est une chaîne, quoi. C'est exactement comme une chaîne industrielle. À la fin, l'impact, il est très fort sur toute la boîte, quoi. Oui, tu peux le voir comme une chaîne industrielle ou ouais, comme un organisme vivant, mais est-ce que tu peux nous raconter le moment le plus difficile que toi tu as vécu en tant que manager? J'en ai un là qui me vient en tête. Je sais pas si c'est le plus dur, mais spontanément, en tout cas, on a développé un nouveau produit. On avait développé un nouveau projet. On avait fait venir une équipe qu'on avait recrutée, qu'on avait même débauchée pour qu'ils puissent nous aider à construire un projet qui était en gros une vente en B2B. Qui au bout de 5 mois génère, donc on était une dizaine dans l'équipe, qui au bout de 5 mois génère, en contrat signé, plus d'1 million de revenus, de chiffre d'affaires sur lequel on margeait à 40%. Donc, en fait, déjà, au bout de 1 an et demi, 2 ans, on pouvait être rentable, on avait levé des fonds, ça allait beaucoup plus vite que prévu. On était ravis, sauf qu'on voyait que cette activité de B2B, et on était en train de créer un autre business, avec une profondeur de marché qui nous semblait beaucoup plus faible que sur la partie B2C, qui, elle, n'était pas rentable. Et puis, ça vous faisait moins vibrer aussi, je pense. Exactement. Et donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième, effectivement, c'est que cette activité-là, on a vu que, quand on s'est juste posé la question de, OK, de toute manière, il faut faire un choix, c'était même pas un choix rationnel de dire il y a une activité qui va être rentable, c'était que nous, ça nous faisait chier, quoi. Ça nous amusait pas, la clientèle ne nous amusait pas, le produit non plus. Et on se voyait pas s'investir à fond là-dedans. On se dit, franchement, si on fait tout ça, autant on est jeune, on n'avait pas d'argent à mettre, donc rien à perdre, pas de risque à prendre. C'est maintenant qu'il faut en prendre justement le plus possible, et donc faisons en sorte de nous éclater. Et donc on a dû arrêter et killer ce projet. Et à partir du moment où on s'est dit, OK, en fait, ça nous amuse pas tant que ça, même si c'est théoriquement un beau truc parce qu'il y a des beaux contrats qui sont signés, on doit killer le projet et donc l'équipe, parce que c'était absolument pas les mêmes technos, pas du tout les mêmes compétences, pas le même cycle de vente. Il n'y avait pas la possibilité de pouvoir répercuter cette équipe ailleurs. Et donc, on a dû se séparer de pas mal de personnes qui nous avaient fait confiance, qui nous avaient rejoints, qui en plus avaient des objectifs, qui avaient tenu les objectifs, même surpassé les objectifs qu'on leur a fixés. Franchement, ça, c'était un vrai sale moment parce que c'est hyper difficilement compréhensible pour les personnes. Tu peux pas leur dire juste, en fait, ça m'embête, donc je vais pas le faire. Voilà. Et finalement, ça nous a permis de mieux développer l'autre partie du business, mais qui était beaucoup, beaucoup plus risquée. Mais où nous, on se sentait plus de faire un truc qui nous plaisait. Et donc de mieux performer in fine, je pense, forcément. Et comment vous l'avez dit, du coup, vous avez dit, on s'est trompé, en fait, on est allé dans cette voie et finalement, on fait marche arrière. En fait, de manière globale, on a souvent beaucoup plus peur de dire les choses, puis quand on les dit, les personnes le comprennent mieux que ce qu'on pense. Et là, nous, on était terrorisés à l'idée de leur dire parce que on trouvait que c'était injuste, parce que, en tout cas, on comprenait qu'ils puissent se dire ça. Et en fait, quand on leur expliquait, c'était une réaction, à l'équipe, c'était, ils comprenaient, ils voyaient qu'on était sincères, ils voyaient que ça nous embêtait vraiment. Ils voyaient que on les avait pas, c'était pas on était sincèrement désolés. Ils nous ont dit, franchement, c'est courageux. J'espère que ça marchera. Et eux aussi étaient sincères. Donc voilà, comme souvent, quand on se sépare de personnes ou quand ça se passe pas bien, les personnes, en fait, soit elles le ressentent au fond d'elles que nous, on avait moins de passion, soit elles-mêmes sont pas à l'aise. Et souvent, on a plus peur de dire les choses. Puis quand on les dit, en fait, les personnes le comprennent assez bien et même y avaient pensé par elles-mêmes souvent, quoi. Ouais, complètement. Et le meilleur moment, est-ce que tu peux nous partager? Le meilleur moment, écoute, j'en ai pas un. Je sais que c'est pas toutes les étapes importantes. En tout cas, c'est-à-dire, je sais pas, une levée de fonds, une vente, même la signature d'un très gros deal. C'est pas ça les meilleurs moments. Ça, c'est des moments qui sont sympas, mais honnêtement, même quand on a vendu 80% de la boîte, voilà, le lendemain c'était fini, quoi. Et encore le soir même, on l'a même pas fêté parce que honnêtement, on le fait pas pour ça. Donc les meilleurs moments, c'est les moments en équipe quand
quand tu vois que tu as des personnes aussi variées qui travaillent pour un même objectif commun. Franchement, ça, je l'avais pas du tout anticipé, mais je trouve que c'est génial de voir. Ils ont rien à voir. Ils seraient jamais autour d'une table ensemble à se marrer, à parler de sujets qui, au début, que personne ne connaissait, quoi, qui est en gros la banque, la fintech. Enfin, on n'y connaissait rien, tous. Et finalement, on finit par se passionner par des sujets, et je trouve que voilà, quand, pardon, je prends un peu de recul et que je vois des personnes aussi variées se passionner pour un même sujet, théoriquement quand même, qui est pas du tout passionnant, qui est le paiement entre particuliers ou le paiement carte, quoi. Et en fait, je trouve que c'est génial d'avoir pu susciter un engouement tel. Et justement, en parlant des personnalités différentes, multiples qu'il y a dans l'entreprise, chez toi, chez Pumpkin, est-ce que tu penses que tout le monde a un talent? Et qu'est-ce que c'est le talent pour toi? Eh ben, c'est fait. Je pense que le talent, c'est de vouloir faire quelque chose. Et c'est juste ça. Enfin, juste ça, c'est énorme. Et en fait, ceux qui s'éclatent, ils ont du talent. Mais vraiment, j'en suis convaincu, quoi. Donc à partir du moment où les personnes ont une vraie volonté de vouloir agir, et donc quand tu sens que t'es bon, quand t'as confiance en toi, quand tu t'épanouis, ça se transmet aux autres, t'es valorisé, et donc et d'ailleurs ça revient aussi à la question sur le manager, c'est trouver le moyen de donner confiance à ses équipes sur des vraies choses. Je pense que ça, c'est peut-être d'ailleurs maintenant ma réponse après 10 minutes, et c'est ça le talent, je pense. Faire en sorte que les personnes aient envie de faire quelque chose, voilà, si possible d'ambitieux. C'est aussi simple que ça, mais ça peut prendre des années, voire il y en a qui, je pense, ne trouvent jamais leur talent, quoi. C'est d'ailleurs ce que vous faites, un peu votre rôle. Ouais, complètement, ouais. Mais ce que j'aime bien et ce que j'aime bien dans ce que tu racontes, c'est aussi que ce qu'on voit chez Pumpkin, il y a cette culture du fun, tu vois. Il y a le côté ça nous amuse ou ça nous amuse pas, on y est ou on n'y est pas. Et c'est ça qui est chouette, c'est toujours d'aller tendre vers. En fait, à partir du moment où tu trouves quelque chose qui t'éclate ou du coup, ça te fait pétiller les yeux, tu vas enthousiasmer les autres, tu vas arriver à fédérer autour de toi, et derrière, on va construire cette mission ensemble, quoi. Et c'est ça qui est chouette et qui est beau dans votre aventure. Ouais, franchement, c'est vrai. On a eu beaucoup de chance. On est un peu des enfants gâtés là-dessus. Et puis maintenant qu'on y a goûté, c'est pareil. On veut le garder, quoi. Donc au début, on s'est dit, écoute, on lance un projet juste pour se marrer tous les deux. On n'y connaissait rien en rien. Ça a fonctionné, et donc on s'est dit, maintenant, on a déjà eu ce qu'on voulait, c'est-à-dire de se marrer. On va pas le lâcher maintenant. Par moment, on se prend peut-être un peu trop justement au jeu de la partie business, mais je pense que il faut pas trop. Et ouais, c'est vrai que c'est pour ça que, enfin non, c'est mieux dit que moi. C'est très juste ce que tu dis, je trouve. C'est une question, parce que là, ce que tu viens de dire, c'est voilà, on y a goûté, on n'en veut plus. Enfin, on a goûté, donc on veut plus du côté rébarbatif, ou enfin là où c'est pas amusant, on veut plus y aller. Et j'ai posé cette question à Céline Lazorte, que tu connais, de Litchi, qui est une de nos amies communes. Pumpkin, pour toi, et Litchi pour elle, c'est une grande partie de vos vies, puisque voilà, de vos vies professionnelles en tout cas. En quoi l'aventure de Pumpkin a aidé à construire le Constantin qui est devant moi là en 2020? Moi, mon rêve depuis que je suis tout petit, c'est de pouvoir avoir plusieurs vies. À un moment, je l'ai oublié un peu, ce rêve. Enfin, quand t'es étudiant, en fait, tu penses pas être. Et grâce à Pumpkin, je me dis que c'est encore possible. Donc en fait, j'ai pu, grâce à Pumpkin, réveiller des rêves que j'avais ado. Ou alors avant, je rêvais d'être commissaire de police, puis après je voulais être aventurier, puis je voulais monter une boîte, puis je voulais être député, puis je sais pas, puis scénariste de BD. Puis après t'oublies. Enfin, en fait, si tu veux, en tout cas, tu veux changer de métier un peu tout le temps, et t'as plein de choses qui t'intéressent. Puis après, en fait, moi, j'ai fait des études de droit et de commerce, donc bon, là, c'est moins la propension à tout inventer et à créer ta vie. En tout cas, pour le moment, t'es juste focus sur tes examens, quoi. Moi, c'était ça, en tout cas. Et grâce à Pumpkin, j'ai pu réavoir confiance et me dire, OK, c'est possible, dans 5 ans, de faire des choses qui n'ont rien à voir. Donc ça m'a épanoui.
en fait, je dirais. Et ça m'a donné confiance en moi, mais en tout le monde, quoi, parce que je sais que tout le monde peut faire des trucs qu'il aime faire. Forcément, il faut de la chance, du boulot et tout, mais voilà. Voilà ce que ça m'a apporté. Donc, je pense que je suis plus c'est épanoui, chouette. encore plus épanoui. Génial. Comment est-ce que tu vois l'entreprise idéale de demain? Écoute, je la vois avec où chaque, enfin, il y a deux éléments. Je pense déjà les employés, enfin les personnes dans la boîte. Donc c'est juste où chacun sait ce sur quoi il va être jugé, ce qu'il doit faire, quel est son rôle, comment est-ce qu'il contribue au succès collectif. Ça, bon, et après de manière macro, l'entreprise de demain, c'est aussi une entreprise qui a un rôle solidaire, on va dire, au sens large, en tout cas ouais, donc on peut mettre des mots un peu, mais de éthique, nous par exemple, de mettre en avant des commerces de proximité, du Made in France. Je pense que voilà, tout ça, de pouvoir être fier de ce qu'on fait, ça va devenir indispensable pour plein de raisons, pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons, je pense, très rationnelles, pragmatiques, très business, qui est que si t'es plus fier de ce que tu fais, en fait, ceux qui sont fiers de ce qu'ils font vont te battre. Donc, de toute manière, tu as intérêt à ce que quand tu développes ton business maintenant, ou tu lances un projet, il y ait vraiment du sens, parce qu'à côté, d'autres le font, ils font du business, mais avec du sens, et donc tu vas finir par te faire tuer sinon. Donc, voilà ce que je pense de l'entreprise de demain, et puis parce que je pense que c'est important, c'est valorisant, et je pense que le mouvement actuel, enfin la crise actuelle, va accélérer ce mouvement qui était déjà un mouvement de fond, que, en tout cas on ressentait, je pense, pour beaucoup, qui était important. Est-ce que justement ça va changer quelque chose pour vous, pour Pumpkin, pour l'organisation humaine, managériale, même au niveau structurel? Est-ce que ça remet des principes en cause? Ouais, ça change. En fait, ça ne fait que accélérer je pense que ça nous a fait gagner 3 ans sur certaines réflexions. Ça nous a fait gagner du temps sur la responsabilité qu'on voulait donner. On veut en donner, tout le monde veut responsabiliser les personnes, mais en fait, là, t'es obligé de le faire. Parce que de toute manière, chacun est chez soi. Donc ça crée, moi, j'ai ressenti, et j'étais un petit peu, j'avais pas une confiance infinie dans le télétravail, en tout cas, poussé aussi loin. Honnêtement, j'ai eu un choc de confiance très fort là-dedans parce que ça se passe super bien. Donc là-dessus, oui. Structurellement, ça change parce qu'en revanche, il faut trouver de nouvelles manières de mobiliser l'équipe. Et je disais que c'est mon moteur, c'était de pouvoir bosser avec les personnes avec qui je bosse, de travailler en équipe. Bah là, c'est clair qu'il faut se réinventer pour voir comment est-ce que le travail en équipe peut être fort à distance. J'ai pas les réponses encore. Pour le moment, ça va parce qu'on se connaissait, parce qu'il y a certaines personnes qui sont arrivées, mais ça reste, on peut bien les intégrer. Voilà, structurellement, ce que ça va changer. Et puis nous, ça accélère beaucoup de mouvements aussi de fond, enfin, sur la raison d'être de Pumpkin, qui, au début, on n'en avait pas. Maintenant, on est en train de la construire. Et je pense qu'on l'aurait construite plus tard, sans cette crise. Ah, super. Oui, c'est énorme comme changement. Si c'est que ça, mais c'est vraiment énorme. Génial. Oui, ouais, ça peut l'être en tout cas. Canon. Écoute, top. Merci Constantin. On va clôturer. Il y a un petit rituel à chaque fin de podcast. Je pose 4 questions courtes et rapides sur lesquelles tu peux répondre. Alors, on y va. Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi à titre personnel? Je dirais le plaisir, mais franchement, je pourrais en dire plein d'autres. Le plaisir, c'est-à-dire? C'est peut-être pas une valeur d'ailleurs, le plaisir, parce que c'est une de nos valeurs chez Pumpkin. Et sinon, je trouve que l'engagement, c'est quelque chose qui est aussi important. Quelle est la leçon que tu as mis le plus de temps à apprendre? Encore de se faire confiance. Je me suis planté tellement de fois à compter sur d'autres personnes, des prestats, n'importe qui pour trouver des solutions auxquelles moi j'avais pas la réponse. Et en fait, c'est parce que je l'ai cherché, parce que je pensais que d'autres allaient m'aider. Ça, c'est très dur.
Parce que forcément, il faut se faire accompagner d'experts, mais en fait, souvent, on peut avoir la réponse quand on le fait. Oui, j'adore. Ça, c'est un truc on en avait discuté, toi et moi, il y a quelques mois, mais tu m'avais dit, ouais, en fait, j'ai l'impression qu'on a passé des années à chercher le sauveur, à chercher la personne qui allait nous apporter ceci, cela, et en fait, tout était chez nous, quoi. C'est nous qui avions les réponses et c'est nous qui pouvions faire avancer comme on voulait la boîte, quoi. C'est clair. Et franchement, encore ce matin, j'ai eu une réunion là-dessus et c'était le retour. Donc, il faut qu'on apprenne plus vite. Mais moi, tu vois, on a fait une vidéo, on a mis pas mal d'argent en diff et on s'est dit, ouais, mais en fait, on n'a pas été au bout et on était là, non, mais nous, on n'est pas réalisateur, c'est pas nous qui motivons les acteurs ou pas. Et en fait, on le sentait moyen, on s'est dit, on va leur faire confiance. Eux, c'est leur taf, ils sont hyper bons là-dedans. Et on s'est dit, non, en fait, on s'est trompé, quoi. C'est aussi à nous de dire, de donner l'orientation. Que crois-tu avec certitude? Je pense avec certitude qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Génial. Tout simplement. Complète cette phrase. Le monde du travail a besoin de plus de sens. Merci Constantin. Merci infiniment à Constantin Wolfrom pour cette conversation et à vous d'être resté ici jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement apprécié l'épisode. Alors le mieux, c'est de nous le dire avec des étoiles sur Apple Podcast et de partager cet épisode sur LinkedIn. C'est ce qui nous aide le plus à le faire connaître et à diffuser le message que oui, un monde du travail plus humaniste est possible. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain avec un nouvel invité et d'ici là, prenez soin de vous.